Professeur, le dialogue a été toujours perçu comme une vertu au Sénégal. Notamment, nous savons que dans la société traditionnelle sénégalaise, lorsqu'il y avait des désaccords, on se réunissait autour de l'arbre par pour essayer de résoudre le problème. En politique aussi, ça nous a valu quelques satisfactions. Pourquoi aujourd'hui cela est jeté aux orties? À chaque fois qu'un homme politique va au dialogue, on parle de deal. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Alors, ce qui se passe, c'est que nos sociétés traditionnelles étaient essentiellement articulées autour de la parenté. La famille a été la cellule sociale de base et toute une communauté pouvait correspondre à une fraction du clan. C'est ce qui fait précisément que vous pouvez avoir aujourd'hui des toponymes qui ont le nom de Keur, Keur Massar, Keur Ndiaïlo, Keur Daouda, Keur Madjabel, Keur Dago. Ailleurs, on parle de Saré ou alors de Kunda, Sissé Kunda, Touré Kunda, Tamba Kunda, Mali Kunda. Ça veut dire précisément que la localité était un espace habité par des personnes qui entretenaient des relations de parenté. Et que tout le terroir était une seule et unique famille. Ce qui veut dire que les gens entretenaient des relations de parenté. Evans Pritchard affirme dans les Lumières que dans ces communautés, on est parent ou on est ennemi. Et il y avait des mécanismes de correspondance. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un patronyme qui n'est pas connu dans la localité, un nom qui n'est pas connu dans la localité, on lui donne un nom de correspondance. On dira, par exemple, que les Diakhaté sont les Ba, les Koulibaly sont les Fall, les Koulibaly sont les Gueye, etc. Les Sissoko sont les Gueye, les Koulibaly sont les Fall. Et donc c'était une façon de dire que tout se joue autour de la parenté. Et au nom de cette parenté et de cette famille élargie, l'arbre à palabre était un espace de rencontre, mais fondé essentiellement autour du principe de la confiance. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une délibération sortait de l'arbre à palabre, cette délibération avait une grande légitimité parce qu'elle était acceptée par tous les acteurs de la communauté. Voilà ce qui donnait un sens aux palabres dans ces communautés. Alors ce qui s'est passé par la suite, et ça aussi il faut l'intégrer dans l'analyse, c'est que nos sociétés ont connu un certain nombre de changements. Et ces changements ont promu un esprit matérialiste et un esprit individualiste. Il faut dire aujourd'hui que l'avoir est en train de l'emporter sur l'être. Et le culte de la personne atteint des amplitudes de plus en plus importantes. Chacun veut être au-dessus des autres. Il y a une sorte de lutte à mort des consciences pour la reconnaissance. Le principe de la confiance a tendance à s'effriter, à se fragiliser. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on parle de dialogue, on considère que c'est un jeu de ruse, parce que chacun cherche à l'emporter sur l'autre. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc la situation dans laquelle nous sommes, c'est un contexte marqué par le triomphe de l'individualisme et du calcul de type individualiste. L'idée, c'est que chacun cherche à s'en sortir. Et si vous voulez, il y a une sorte de rivalité des acteurs et à tous les niveaux. Dans les espaces de travail, vous trouvez cette rivalité, qui fait que je cherche à écraser l'autre pour me positionner. Dans les associations, dans les communautés, et des fois même dans les lieux de culte, vous trouvez cette rivalité qui fait que chacun veut être devant. Et pour nous, la meilleure façon d'être devant, c'est d'écraser les concurrents, c'est d'écraser les autres. Alors ce qui fait que lorsque vous parlez de dialogue dans ce contexte-là, les gens considèrent qu'on est en train de répliquer à peu près les mêmes principes, c'est-à-dire que c'est un jeu de ruse et chacun veut chercher à s'en sortir en mettant les autres dans des situations inconfortables. Voilà qui fait qu'aujourd'hui, le dialogue n'a pas de beau jour chez nous. Il est considéré de façon plus ou moins négative, apprécié de façon négative, parce que beaucoup considèrent que c'est un jeu de ruse, parce que simplement, la notion de confiance qui devrait être la base, qui devrait être le socle, cette notion-là est en train de s'effriter et de disparaître. Mais aujourd'hui, comment y remédier, et surtout en ce qui concerne la chose politique? Aujourd'hui, les politiques sont en train de se crêper les chignons. S'il y a un manque, apparemment il y a un manque de confiance entre les acteurs, il y a un manque de confiance entre les électeurs et les politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous faire sortir de cette situation-là? En fait, à mon avis, cette question-là qui parle de bois et de sauvetage, comment on fait pour s'en sortir, à mon avis, ça implique ou ça intègre deux facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur immédiat, et le second facteur, c'est un facteur plus ou moins lointain. Alors, le facteur immédiat, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes devant une situation politique plus ou moins complexe. Alors, il faudrait une rencontre des différents acteurs concernés pour ensemble trouver des alternatives qui permettent de sortir de cette situation et de garder la société dans la stabilité. Donc ça, c'est un appel à tous les acteurs que les termes de référence de la rencontre soient connus
est reconnu par tous les acteurs. Et qu'à partir de ce moment-là, qu'on peut mettre en place une instance d'arbitrage qui soit une instance neutre et véridique, qui soit digne de confiance, qui peut porter ça, et que les conclusions, les délibérations de ces rencontres-là soient respectées par tous les acteurs. Ça, c'est une solution immédiate. Mais la solution immédiate et conjoncturelle, tout le monde le sait, est une solution qui n'a pas une certaine durabilité. Donc il faut peut-être une solution plus ou moins structurelle, mais qui suppose une rééducation et un réarmement moral de nos communautés. À ce niveau-là, nous avons un problème. Nous disons qu'il faut commencer par la base, qu'il faut une nouvelle orientation de notre système éducatif. Il faut redévelopper la confiance chez nous. Il faut aujourd'hui qu'on aille vers le respect de la personne pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle a. Le culte de l'avoir est en train de l'emporter sur le culte de l'être. Je le dis très souvent, dans la société sénégalaise actuelle, ceux qui en sont, ceux qui n'ont pas ne sont pas, ceux qui donnent ordonnent et ceux à qui on donne se subordonnent. L'argent est en train de devenir le seul référentiel qui existe dans ce pays-là, dans cette société. Alors pour changer ça, ça demande du temps, ça demande du travail, parce qu'il s'agit d'approches immatérielles. Il faut miser sur l'éducation, la reconstitution de la famille dont je parlais tantôt, le redéveloppement et le redéploiement de nos valeurs et de certaines traditions positives et compétitives. Il faut qu'on se positionne de la sorte. Le programme Sénégal émergent, qui a été mis en place par le président Macky Sall, parle quelque part du capital humain. Mais le capital humain, c'est cela. C'est comment faire pour renforcer les valeurs, comment faire pour renforcer les vertus et construire un tube humain suffisamment bien armé, surtout dans un contexte de compétition, suffisamment bien armé pour faire face aux défis de l'instant. Donc ça suppose du temps, un travail sur la famille, un travail dans nos institutions de formation, un travail dans nos associations, un réarmement moral de l'homo sénégalensis. On va parler de Sénégal émergent, mais on va parler aussi de Sénégalais émergents. C'est-à-dire donc de Sénégalais bien formés et bien préparés pour faire face aux défis de l'instant.